m'appelle Samia Roseman, j'ai 34 ans, je suis comédienne, j'ai viré vers l'humour, je suis humoriste maintenant. Et je joue un petit peu partout, à travers le monde. C'est juste un petit message pour tous les cinglés, tous les faux, les malades mentaux qui décident de se déclarer islamistes, intégristes, djihadistes, pianistes, cyclistes, juste pour commettre leurs méfaits. D'accord? Vous êtes gentils maintenant, vous nous laissez tranquilles. Hein? On est fatigués, c'est déjà compliqué de vivre ici en Europe. Si en plus vous commencez à ramener toute la haine vers nous, ça commence à fatiguer un petit peu beaucoup quand même. Voilà. Donc merci de choisir une autre religion. Voilà. Au revoir. Mais t'as un parcours de... Enfin, t'as un bagage universitaire ou académique de comédienne en fait. En fait, je fais de la scène depuis que j'ai 12 ans. J'ai commencé au collège, après j'en ai fait au lycée, après j'ai fait un atelier théâtre. Ensuite, j'en ai fait à la fac. Je me suis inscrite en socio, option Sciences Po, mais j'avais pris l'option théâtre avec. Et puis j'étais en même temps au conservatoire d'art dramatique du 1er et du 11e arrondissement. J'ai passé le concours pour entrer au national, mais je ne l'ai pas eu. Sur 2000, ils en prennent 20, donc forcément... c'était un petit peu compliqué. Et donc voilà, quand j'ai fini mes 2 années de conservatoire, j'ai d'abord participé, enfin j'ai d'abord arrêté la scène, parce qu'à ce moment-là, j'ai rencontré mon mari, et il m'a appris ma propre religion. J'ai commencé à me mettre à la pratique religieuse et j'ai décidé de porter le voile. Et le jour où j'ai mis un bout de tissu sur ma tête, je me suis dit ça y est, c'est fini la scène, plus personne ne voudra de moi, qu'est-ce que tu veux qu'on me prenne pour un rôle alors que j'ai un foulard, quoi, c'est fini. Et donc au début j'avais laissé de côté. Et puis un jour j'ai croisé une troupe avec une fille qui portait un turban, un col roulé. Et je me suis dit mais en fait les barrières elles étaient dans ma tête. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire mes propres textes. Et puis je leur avais laissé un message pour leur proposer de me prendre avec eux pour la prochaine pièce qu'ils écriraient. Et 2 ans après, quand j'y croyais pas, ils m'ont recontacté. Et donc j'ai joué avec eux d'abord une pièce qui s'appelait Nouvelle Croisade. On a joué pendant un an et demi. Et puis petit à petit, je me suis mise à écrire mes propres textes. Et c'est comme ça que je suis arrivée à écrire mon spectacle. Okay. Et en fait, nous on t'a découvert comme ça, mais j'imagine beaucoup de gens t'ont découvert comme ça. On t'a découvert avec le sketch sur les terroristes, la mini vidéo où tu t'adresses aux terroristes, djihadistes et tous les trucs en East. Salafiste, pianiste, cycliste. Exactement. Mais en fait, du coup, ce spectacle, le spectacle que tu joues, qui s'appelle Famille de couleur, tu le joues depuis déjà longtemps. Ça fait à peu près 3 ans que j'ai mon propre spectacle. Et donc, en fait, si tu veux... je l'ai tourné un peu partout. J'ai joué avec en Suisse, je suis allée à Dublin, je suis allée en Irlande, je suis allée à Londres, j'ai joué en Algérie, au Maroc, en Tunisie. J'ai tourné un peu partout avec, mais c'est principalement la communauté musulmane qui m'a portée. Et donc du coup, les premiers qui m'ont soutenue, c'était ma communauté. Ensuite, ça s'est un petit peu étendu. Genre il y a toute la communauté afro, qu'elle soit musulmane ou non, qui m'a portée aussi. Je suis passée sur des télés comme Télé Sud, etc. Donc les blacks se sont reconnus parce que je fais dans mon spectacle la différence entre les accents d'Afrique subsaharienne. Je raconte que j'ai toujours rêvé d'être noire. Je raconte le désespoir de ma mère le jour où je vais présenter un noir pour me marier avec. Donc du coup forcément ça a intéressé les blacks. Et donc tous les médias communautaires, noirs ou maghrébins, m'ont contacté. Ça s'est très bien passé. Mais sauf que j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de plafond de verre que je n'arrivais pas à briser. Les médias non communautaires ne s'intéressaient pas à mon discours. Et donc ça fait 3 ans que je raconte la même chose, mais que personne, qui viennent pas me chercher, quoi. Ma propre sœur qui bosse chez Radio France, la première fois que je lui ai dit mais vas-y file-moi un coup de pouce, elle m'a dit non, ça les intéressera jamais, Samia, c'est pas la peine. Je dis bah super, le piston, super. Et donc du coup, quand j'ai fait cette petite vidéo, qui normalement avait été faite juste après les attentats au Canada, et pas les attentats de Charlie Hebdo, parce que on avait tous la tête dans le guidon à ce moment-là, et je pense que personne n'était capable de rire à un moment aussi horrible que celui-là, parce que, bref, je vais raconter après. Moi quand j'ai appris pour Charlie Hebdo, j'étais en Tunisie, je devais revenir le 8 janvier, et les attentats ont lieu le 7. Ma soeur qui bosse chez Radio France m'envoie un SMS, elle me dit écoute Samia, il y a eu des morts, machin, chez Charlie Hebdo ils ont assassiné des journalistes. Avant même de savoir quoi que ce soit, sur Facebook j'avais marqué 7 journalistes sont morts chez Charlie Hebdo, musulmans de France préparez vos valises. je savais que ça allait nous retomber dessus, tout de suite. Et donc je me suis dit je rentre pas. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit écoute-moi bien, je rentre pas. Je lui ai dit tu prends tes affaires, tu me rejoins. Il m'a dit tu rentres, tu ranges ta chambre et on en discute. J'étais obligée de revenir pour ranger ma chambre. Et donc du coup, c'était un peu une fatalité quoi, d'être obligée de rentrer dans ce climat-là. Et donc pour moi c'était impossible d'en rire à ce moment-là. Et la vidéo que j'ai faite, qui a fait beaucoup de buzz, elle avait été faite juste après les attentats au Canada. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait des types qui avaient tiré dans un tribunal. Alors au début dans les informations télévisées, on nous dit qu'ils sont canadiens, de type européen. Jusqu'ici tout va bien, tous les musulmans du monde se sont dit c'est pas nous. Et puis les infos qui sont passées juste après, elles nous disent ah bah non en fait ils venaient tout juste de se convertir à l'islam juste avant d'aller tuer des gens. Comme par hasard. Et là ça m'a énervé.
j'ai pris mon téléphone et j'ai fait une vidéo en mode énervé pour dire à tous les islamistes, intégristes, djihadistes, salafistes, pianistes, cyclistes qui se prétendent musulmans, vous êtes gentils maintenant, vous nous laissez tranquille. Hein. C'est déjà difficile pour nous de vivre en Europe. Si en plus vous ramenez toute la haine sur nous, ça commence à fatiguer un petit peu beaucoup quand même. Donc merci de choisir une autre religion. Voilà. Et donc cette vidéo, elle a eu un buzz incroyable. Déjà chez les Canadiens, elle a fait dans les 600 000 vues. Moi j'ai juste halluciné parce que je m'attendais tellement pas à ça. Et du coup, moi je l'ai repartagé après ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo. Et là, ben, bizarrement en France, elle a fait du buzz aussi. Tout le monde s'est reconnu, tout le monde il a trouvé un espèce de réconfort. Aussi bien les musulmans qui avaient besoin de quelqu'un qui disent ce que tout le monde pense tout bas mais n'ose pas dire. Et en même temps les non-musulmans qui se disaient mais voilà, ils sont pas tous comme ça, ils soutiennent pas tous ce qui s'est passé. Et donc ça a réconcilié un peu les gens. Moi j'ai reçu plein de messages de gens qui me disaient mais merci quoi. Ça fait 2 jours, 3 jours qu'on n'est pas bien et vous avez réussi à nous faire rire. Donc c'était bizarre. En même temps c'est chouette qu'il y ait des gens qui me découvrent. Je suis contente qu'on sache que j'existe. Mais en même temps je suis hyper mal à l'aise par rapport à la situation. Parce que c'est triste d'être obligé d'attendre qu'il y ait des gens qui meurent pour s'intéresser à un discours pacifiste. Parce que finalement c'est ça mon spectacle. Moi je déconstruis les clichés qu'on peut avoir par rapport au voile. Je parle de toutes ces différences qu'on a les uns des autres et qui normalement devraient être une richesse plus que quelque chose qui met des barrières. Mon spectacle, quand on le regarde dans son entièreté, c'est un appel au vivre ensemble. Et je trouve ça triste qu'on soit venu me chercher que maintenant. Message à tous les musulmans qui nous écoutent. Juste un truc. Aujourd'hui, Charlie Hebdo a mis une caricature de Mahomet. Ne vous énervez pas. Mahomet, on ne sait pas qui c'est. Parce que notre prophète, il s'appelle Mohamed, que la paix soit sur lui. Et Mohamed, ça veut dire le louer. Mahomet veut dire le contraire. Donc arrêtez de paniquer et passez à autre chose. Salut! Et en dehors de l'actualité, qu'est-ce qui t'inspire comme thème? Bah en fait, tout ce dont je parle dans mon spectacle, c'est toutes les choses qui, normalement, nous rendent tristes. J'essaie de les transformer en rire. C'est une espèce de thérapie par le rire. Tu vois, je parle de la galère que j'ai rencontrée pour me marier avec l'homme que j'aimais. On a patienté pendant 4 ans avant que mes parents acceptent. Juste pour une question de couleur. Parce qu'ils auraient voulu que ce soit un Tunisien de Djerba, si possible de la famille, pour qu'on ait des enfants mongoliens. C'est génial. Et donc du coup, bah, je raconte ça dans mon spectacle. Je parle de la difficulté de ne pas avoir d'enfants. Parce que ça fait maintenant presque 12 ans qu'on est mariés et que ça fonctionne pas. Alors je parle de la pression sociale que ça implique, tous ces gens qui te font des réflexions. Mais tu peux pas, mais c'est toi ou c'est lui que tu peux pas? Mais t'as fait les examens et l'adoption, t'as pensé à l'adoption? Toutes ces réflexions-là. Et donc j'essaye de faire rire avec ces sujets-là qui normalement nous feraient pleurer. Et je parle de la différence entre les accents d'Afrique subsaharienne, ceux du Maghreb, je fais la nuance entre chacun. J'explique que même si à l'oreille on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul accent, l'accent africain, ça veut rien dire. Parce que la Tunisie, l'Algérie et le Maroc sont en Afrique aussi. Donc bon, ça m'énerve quand on me dit tu fais bien l'accent africain, ça veut rien dire. Tu fais l'accent d'un pays en particulier, c'est tout. Et puis je parle du voile. C'est quelque chose que moi j'ai appréhendé de façon un petit peu difficile. Parce que quand tu portes un foulard correctement mis, pas comme ça j'entends, parce que là c'est fun, c'est funky, les gens te regardent, tu portes des couleurs, on te sourit. Mais quand tu portes un vrai voile, dans la tête des gens, il n'y a jamais sans ma fille. Oh, pauvre femme opprimée, elle a été séquestrée, on la bat, cette pauvre femme. Et donc en fait tout ça, ça m'énerve. Donc j'essaie de déconstruire un peu tous les clichés qu'on a par rapport au voile, par rapport à la femme voilée, à la musulmane, et par rapport à l'autre tout simplement. Et donc j'essaie de faire rire avec des situations qui normalement auraient pu faire pleurer. Et généralement les gens trouvent que dans mon spectacle il y a beaucoup de rire mais il y a beaucoup d'émotions aussi. Je parle du respect des parents aussi, tu vois, de ce qu'ils ont affronté pour pouvoir nous élever dans ce pays qui n'était pas le leur et de la difficulté qu'ils ont pu rencontrer. Et généralement bah, quand il y a des mamans ou des papas dans la salle, ils viennent me voir à la fin du spectacle pour me serrer dans leurs bras et me remercier pour ce que je transmets. Et comment elles se passent les tournées en Afrique totale, c'est-à-dire au Maghreb et en Afrique subsaharienne? Alors en Afrique subsaharienne ça a été magique. Là j'ai été invitée par un type qui s'appelle Yass, il est d'origine libanaise mais né au Sénégal. Et donc quand tu l'entends parler c'est un Sénégalais quoi. Et Yass il a créé un festival du rire dans chacune des grandes villes d'Afrique subsaharienne presque. Il nous a invités à Dakar, on a fait Abidjan et on doit aller jouer au Cameroun et au Gabon et peut-être au Niger. Et après on doit finir par le Liban. Et donc c'est juste incroyable. Quand il nous accueille, il nous met des étoiles dans les yeux. Il nous fait venir dans des trucs 4 étoiles, 5 étoiles. Il nous emmène dans des super restos, dans les plus beaux endroits. Il nous fait découvrir des îles, machin. C'est juste trop. Et donc c'était super beau. Mais moi je me suis échappée un petit peu à Abidjan. J'ai chopé un copain du pays et je suis allée découvrir l'intérieur. Je suis allée dans les marchés, je suis allée rencontrer les gens, discuter avec eux, manger à tchéké à la main, faire des tenues traditionnelles. Et je me fondais dans la masse en fait, même si j'ai pas la bonne couleur. Parce que tout le monde me regardait genre... Mais tout babou là, elle veut quoi? Il y a quoi? Tu fais quoi ma chérie? Mais tu vas où habillée comme ça? Les gens étaient assez étonnés en fait de voir que j'étais habillée comme ça. Mais
Mais je me suis bien incrustée. Et donc j'ai découvert les us et coutumes, j'ai mis le henné des mariés de chez eux, tu vois, j'en ai sur les pieds encore, parce que sur les mains c'est déjà parti. Mon mari m'a dit t'as dessiné des chaussettes et en plus elles sont trouées. et donc du coup, c'était génial parce que moi depuis petite je rêve de découvrir l'Afrique subsaharienne. Ma meilleure amie elle est malienne, donc j'ai grandi avec elle, je mangeais avec elle le tchèb, le yassa, le saga saga, le mafé, tu vois. Et j'ai toujours été attirée par l'Afrique subsaharienne. Et du coup, ben, là d'y aller, c'est comme un rêve qui se réalise, tu vois. Quand Yass il m'a dit que je ferais la tournée, j'en ai pleuré. Tu vois, ça fait 12 ans que j'essaie d'avoir des gamins et que ça marche pas. Quand il m'a dit que j'allais en Afrique, j'ai dit, m'en fiche des gosses, je vais en Afrique. Et tu parles beaucoup de la Belgique aussi. C'est quoi ta relation avec la Belgique? Comment ça se fait que ce soit si spécial? Alors j'ai un sac qui est là-bas, où il y a marqué Bruxelles, que j'emmène partout. Et chaque fois que je vais dans un endroit sympa, je prends en photo le sac devant l'endroit. Et en fait, c'est un peu à la Amélie Poulain, tu vois, avec son nain. Sauf que moi, c'est mon sac Bruxelles. La Belgique, je suis tombée littéralement amoureuse. Les gens sont tellement gentils, ils sont tellement adorables. C'est des bisounours sur pattes, tu vois. Et les premières fois que j'ai joué en Belgique, c'était pour la communauté marocaine. Et donc je me suis dit, c'est bizarre, les Arabes d'ici, ils sont vachement gentils, quoi. C'était pas comme les Arabes d'ici, un peu bizarres, tu vois. Et puis au fur et à mesure, à force d'y aller, je me suis rendu compte que s'ils étaient aussi gentils, les Arabes, c'est parce que les Belges étaient super gentils. Et en fait, en France, on a les Arabes qu'on mérite, tu vois. Et donc, là-bas, les gens sont très bisounours, ils sont... Enfin, c'est pour ça que les Français disent que les Belges sont bêtes. C'est parce qu'ils sont tellement gentils, ils sont tellement naïfs, qu'on prend ça pour de la bêtise. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. C'est juste que c'est des gens qui sont dénués de vices. La plupart, hein, on va pas faire une généralité, il doit y avoir des méchants, mais pas beaucoup. Eux, ils ont 2% de fachos, quand nous, on en a 20% dans un gros pays, tu vois. Mais là-bas, les gens, ils sont vachement pour le vivre ensemble, il y a plus de fraternité, il y a de l'entraide, les associations humanitaires fleurissent partout, ils sont beaucoup dans la solidarité. Et c'est des gens sincères, ils sont entiers. Quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu sais, moi, ça me choque quand tu vois une petite vieille, tu la regardes, tu lui souris, bah elle sourit. Tu lui dis bonjour, elle répond. Et moi j'ai envie de la serrer dans mes bras et de dire merci madame, merci de me considérer comme un être humain. À Paris tu dis bonjour à quelqu'un, il me prend pour une folle. On se connaît, je vous connais pas, vous me dites pas bonjour, ok. Moi ça m'est déjà arrivé qu'on m'agresse parce que j'ai dit bonjour. J'ai répondu à la dame, bah, je suis désolée, mes parents m'ont très mal éduquée, je vous prie de m'excuser. Qu'est-ce que tu veux dire? Et tu fais régulièrement, tu postes en tout cas régulièrement des petites vidéos courtes, 15 secondes, 20 secondes. Ça t'est venu comment cette idée? Bah écoute, c'est un espèce d'entraînement. Parce que tu peux pas toujours te renouveler au niveau des sketchs. Et je me suis rendu compte que des fois il y avait des situations qui étaient assez rigolotes et que j'avais envie de les partager. Et donc j'ai essayé d'abord une fois ou deux. Et puis j'ai vu que ça fonctionnait bien, que les gens appréciaient et que ça se partageait de façon virale et que ça faisait venir encore plus de fans. Donc du coup je m'y suis mise régulièrement. Et là dès que j'ai un coup de gueule ou que j'ai un truc rigolo à raconter ou une anecdote ou machin, bah, je le filme. Comme là avant-hier j'ai joué à Argenteuil. Et j'ai une de mes dents, parce que j'ai mis des dents temporaires, tu vois, je suis en train de les réparer. Nous on a tous des chicots pourris dans la famille parce que mon père il nous ramenait des bonbons quand on était petite. Il était épicier, tu vois. Du coup on a toutes les dents pourries. Et donc j'ai refait mes 4 dents de devant, tu vois. Et pendant que je joue, comme c'est des dents temporaires, il y en a une qui a fait... en plein sketch, Argenteuil, 800 personnes. Et là, si je regarde comme ça, je me dis mince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Est-ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'ils ont pas vu? Et là je me dis allez je m'en fous. Et puis je me baisse, je ramasse la chicot, je la remets dans ma poche et je continue mon sketch comme si de rien n'était. Et puis j'approche mes mains de mon visage pour pas qu'on voit trop. Et personne n'a rien grillé. Et je me suis dit mais c'est trop drôle, je peux pas le garder pour moi. C'est faut que je le raconte. Alors du coup hier j'ai fait une petite vidéo et je l'ai racontée. Et les gens étaient morts de rire, ils me disaient mais t'es une cinglée, t'es complètement barge. Parce que quelqu'un d'autre aurait jamais raconté, il aurait eu honte. Mais je m'en fiche de l'apparence. Déjà je suis déjà mariée depuis longtemps, il peut pas s'échapper, c'est trop tard. Là on va passer sur le plan un peu plus musical. Qu'est-ce que ça représente pour toi la musique? Alors moi j'aime la musique. Après je sais qu'il y en a beaucoup qui n'écoutent pas. Il y a des musulmans qui considèrent que c'est pas autorisé, etc. Donc ils n'écoutent pas de musique. Moi je suis pas de cette référence là. Moi j'écoute de la musique. J'aime le ragamuffin parce que ça représente ma jeunesse. Et et dès que j'entends de la musique africaine, je peux pas me contenir quoi, tu vois. Si je vais dans un endroit où je sais que je peux pas danser parce qu'il y a trop de monde machin, je vais me planquer dans les toilettes et aller bouger un peu parce que j'adore. Et moi j'aime la musique qui bouge. Après j'aime un peu tous les styles de musique à partir du moment où elle réveille quelque chose en moi. Par exemple, il y a une chanson d'Indila que j'aime beaucoup, c'est un peu comme un bateau parce que j'ai l'impression qu'elle parle de ma vie. Elle dit j'avance face à la mer, je navigue sur les flots, un peu comme un bateau. J'avance et je suis fière de ce que porte mon dos. Et c'est un peu mon histoire, que malgré les embûches et malgré tout ce qui se passe sur mon chemin, eh ben je continue, je garde le cap.
et j'avance. Et donc tous les matins je la mets quand je suis sous la douche et je la chante. Donc voilà, après je connais pas toutes les nouvelles musiques, tu vois. Moi j'aimais bien le rap avant, quand c'était du vrai rap. Le rap d'aujourd'hui j'ai beaucoup de mal, tu vois. Il y a quelques chanteurs, quand tu écoutes leur texte, tu dis mais non, c'est juste pas possible. Il y a des jeunes qui vous écoutent, quoi, ils sont censés vous prendre pour exemple. Donc t'en as qui savent pas aligner 3 phrases en français, ça fait de la peine, tu vois. Et t'en as d'autres qui parlent que de choses superficielles, alors qu'en réalité le rap c'était pas ça. Le vrai rap, ça dénonce des choses, ça apporte des valeurs, ça pousse les gens à réfléchir. Et pour moi, tu peux pas faire un truc complètement bling bling, strass et paillettes, avec des mecs qui sont dans des grosses voitures, des nanas à moitié à poil, enfin... C'est bon pour l'Amérique, laissez-le là-bas, quoi. Et du coup, c'est quoi un des titres de rap qui t'a marqué? À l'ancienne, Petit Frère, par exemple. Tu vois, c'est ces textes-là. Ou Assassin, j'aimais bien Assassin, Malekousikin. Tout l'album de La Haine, j'aimais beaucoup. Tu vois, ça dénonce des choses. Pour moi, c'est ça le travail d'un artiste. Il doit dénoncer, il doit pousser les gens à réfléchir. Tu vois, dans mon spectacle, tu viens pas rire pour rire. Tu ris, mais tu ressors de là en réfléchissant à ce que j'ai raconté. Et donc, c'est chouette d'aller voir un humoriste qui est rigolo, qui a une punchline toutes les fins de phrase, c'est drôle. Mais à la fin, tu ressors de là, est-ce que ça a changé quelque chose à ta vie? Est-ce que ça va te faire réfléchir? Est-ce que, bah non, t'as passé une bonne soirée, t'as ri et puis t'es rentré chez toi. Stop. Et du coup, est-ce que t'as un artiste rap de référence, autre que ceux que tu viens de nous citer? Oh là là. J'aimais bien Gary James. Voilà. Après, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il fait. Mais je sais qu'il a plein de fois changé de courant. Qu'à un moment, il a fait partie de la PBIF, après c'était un peu spécial, machin. Mais ouais, j'aimais bien lui. J'aimais bien aussi quelques textes de Medine. Parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, donc c'est pour ça que j'ai écouté ses textes. Avant, j'aimais pas son flow. Parce qu'on dirait qu'il avait des chamallows dans la bouche. Et puis après, avec le temps, il s'est amélioré. Qui d'autre? Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien aussi NTM, mais ça date. Et puis sinon, IAM. IAM pour moi, c'est les piliers, quoi. Et est-ce qu'en rap américain, t'as des références ou pas du tout? Déjà, je comprends même pas la langue, qu'est-ce que tu veux que j'écoute? On a tous écouté les Coolio, les Tupac, mais sans comprendre, ça n'a pas trop de sens. Pour moi, il faut comprendre les paroles pour apprécier du rap, surtout du rap, parce que c'est pas du chant, c'est pas la même chose. Tu vas encore t'écouter des slow, et tu comprends pas, c'est pas grave. Tu vois, la musique elle est là, la belle voix elle est là, mais du rap. Je suis nulle en anglais. Ma prof d'anglais, tu lui disais madame, vous êtes belle, elle te mettait 16. Voilà. Ton dernier coup de cœur musical? Je t'ai dit, c'était Indila. Et puis j'aime bien Stromae aussi. Mais après, c'est des trucs qui font un peu tout public, ça fait un peu cliché, mais. Ah, et puis dans le rap, j'aimais bien aussi Diams. Parce que, pas pour la profondeur de ses textes, mais parce qu'elle est vraie. Et c'est ce que j'ai aimé chez elle, avant même qu'elle se mette à l'islam. Hein. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage qu'elle se soit retirée de la scène. Parce que, l'air de rien, les jeunes, elles avaient besoin d'une image, elles avaient besoin d'un modèle. Et ça aurait été important qu'elle reste là. Après, voilà, je comprends ses choix, je comprends que ça fasse partie de sa perception de la religion. Mais moi je suis triste qu'elle soit plus sur le devant de la scène. J'ai été là pour son concert à l'Olympia et je me suis mise en biais au milieu de la salle comme ça et je la regardais, je regardais son public et j'ai pleuré parce que j'ai trouvé ça beau pour elle. Est-ce qu'il y a un album que tu attends particulièrement cette année? Non. Et pour terminer, Basket Blanche, ça t'inspire quoi? C'est trop salissant. Moi, je peux pas emporter des baskets blanches. Elle tiendrait avec moi 15 minutes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.